Les considérations spirites sur le périsprit et le vitalisme auraient pu sombrer avec les autres paradigmes de l'époque. Les avancées théoriques et technologiques auraient pu finir par percer les mécanismes de la vie et en expliquer les causes à l'aide des seules lois connues de la physique et de la chimie. Il n'en est rien et je vais essayer de le montrer ici. Les arguments avancés par ces pionniers sont toujours valables aujourd'hui. Et s'ils pouvaient encore être accueillis avec prudence il y a un siècle, ils ressurgissent aujourd'hui avec une force bien supérieure. La logique mécanico-réductionniste tremble et aujourd'hui, à l'heure où la connaissance complète du code génétique humain ne tient pas ses promesses, nos arguments pourtant anciens, bouleverse la biologie. Cette science vit actuellement ce que la physique a vécu il y a un siècle, une révolution scientifique, un changement de paradigme. Comment est-il possible qu'avec toute la technologie et tout le savoir théorique, la science ne soit pas en mesure de répondre aux questions sur l'insuffisance du modèle matérialiste ? C'est vraisemblablement l'ignorance du périsprit et l'entêtement à bâtir des programmes de recherche sous-tendus par une vision bornée qui l'ont conduit dans l'impasse. Je vais tenter de détailler certains aspects de ces lacunes explicatives afin de mettre en valeur l'absolue nécessité de l'existence du périsprit et dégager ainsi son rôle dans l'incarnation. Lorsqu'un esprit doit s'incarner, il utilise des géniteurs sur le globe où il doit naître. La vie existe chez la mère et sera transmise et assurée par elle jusqu'à la naissance. La première cellule fécondée, dont la vie est entretenue par la mère, est liée au périsprit de celui qui s'incarne. C'est le périsprit qui va pourvoir au développement cellulaire en assurant la formation des différents organes et à leur fonctionnement pendant le développement du fœtus. Il y a union et échange pour le développement et l'entretien de la vie. Les programmes de recherche de la biologie actuelle n'ont pas permis de trouver l'explication de la genèse des formes corporelles. Certes, l'ADN doit contenir des informations décrivant la façon dont les protéines de notre corps sont agencées, mais qui prend les décisions? Qui oriente la morphogénèse? Aujourd'hui encore, la science ne sait pas pourquoi et comment une cellule embryonnaire va se différencier pour se spécifier. Par exemple, comment une cellule cardiaque
va-t-elle pouvoir déchiffrer sur l'ADN la bonne information lui permettant de se transformer en cellule cardiaque? Comment cette cellule cardiaque rejoindra-t-elle la place précise qu'elle doit prendre parmi d'innombrables possibilités? Et de manière générale, qu'est-ce qui conduit la transformation d'un embryon en une forme adulte? L'enfermement de la recherche scientifique dans un paradigme purement mécaniste a empêché de répondre à ces questions. Pourtant, les spirites ont montré très tôt, en se basant sur une argumentation scientifique, qu'il était possible de comprendre la morphogénèse. Dans son étude de l'évolution animique, Gabriel Delanne montre, je cite, que le périsprit peut modeler la substance de l'être embryonnaire de manière à lui imprimer la forme extérieure qui sera le type spécifique, et à l'intérieur de façonner les organes divers, poumons, cœur, foie, cerveau, qui serviront aux fonctions vitales. Un autre point concerne la formidable capacité des organismes à réguler les systèmes en formation et que la biologie du futur devra expliquer. Alors, examinons, par exemple, l'expérience suivante. À gauche, on observe le développement d'un embryon normal de libellule. À droite, on ligature la moitié de l'œuf initial. On constate alors la formation complète de l'embryon. À droite, bien que sa taille soit réduite. L'embryon en développement est donc guidé vers un but morphologique. Même si une partie de l'œuf est endommagée ou détruite, l'embryon se développera. De la même manière qu'un schème d'interférence holographique, chaque partie de l'œuf semble contenir les informations suffisantes pour mener à terme une croissance normale de l'organisme. Le périsprit s'unit donc au germe petit à petit. Il assure le développement entier de l'embryon, quand bien même une de ses parties est lésée. Un dernier point que je voudrais exposer sur ce thème et que Gabriel Delanne explique dans l'évolution animique est le fait que, je cite, « la forme humaine, en dépit des changements apportés par l'âge, reste constante dans son type malgré le flux de matière qui passe sans cesse dans le corps. Elle ressemble à un filet entre les mailles duquel passent les molécules. » Et il ajoutait que ce réticulum fluidique contient aussi les lois du mécanisme vital, qu'il reste stable à travers les tourbillons des actions physico-chimiques qui démolissent et reconstruisent incessamment l'édifice organique. La science, elle, n'a toujours pas expliqué la formidable capacité des organismes à se régénérer. Pourtant, de nombreux êtres vivants peuvent remplacer les tissus abîmés ou se séparer des zones détériorées. Chez l'être humain, cela se traduit par la régénération de certains nerfs, le renouvellement de tissus, de la guérison de blessures et ce que l'on sait depuis longtemps, mais qui est toujours aussi étonnant, le remplacement de toutes les parties bien portantes du corps en quelques semaines ou quelques mois. La matière de l'organisme est constamment renouvelée et l'invariance de forme qui en résulte est à l'heure actuelle encore inexplicable pour la science. Dans la nature, on observe également ce phénomène de manière encore plus spectaculaire que chez l'homme. Il peut être notamment très impressionnant chez les organismes inférieurs. Par exemple, si un triton perd une patte, celle-ci ne tarde pas à repousser, et si on lui enlève un cristallin, celui-ci est régénéré en quelques semaines. La biologie et ses modèles génétiques sont incapables d'expliquer ces faits parce qu'on met en évidence ici un des rôles du périsprit, qui est de régénérer les tissus
et de conduire la morphogénèse des organes. Encore plus mystérieux pour la science, c'est ce que Delane notait déjà à son époque, je cite, « Les défauts physiques d'une incarnation antérieure peuvent parfois avoir affecté le double fluidique de telle manière que les modifications organiques se reproduisent encore dans l'incarnation suivante. De là, ces enfants qui naissent infirmes, difformes, malgré la bonne santé et l'excellente constitution de leurs parents. Cette constatation a été confirmée rigoureusement par le professeur Stevenson, mais bien après Delane, dans des monographies très détaillées. Nous pouvons, à ce titre, reparler rapidement d'un des cas qu'il rapporte et qui a été analysé récemment dans la revue Spirit en langue française. C'est celui du Tinzain, petit garçon birman, qui possédait une marque de naissance sur le thorax. Zone plate et ronde, plus pigmentée que le reste du corps. U Tinzain décrivait comment, dans la vie précédente, lui, un soldat japonais, avait été touché par une balle tirée par un avion. Le périsprit a gardé ce traumatisme et comme l'esprit de ce soldat est resté près de l'endroit où il s'est désincarné et qu'il s'est réincarné rapidement, on peut supposer qu'il a transmis à son nouveau corps d'enfant un modèle biologique organisateur défectueux à l'endroit touché par la balle. Ian Stevenson a répertorié dans la seconde moitié du XXe siècle des centaines de cas de ces enfants nés avec des tares physiques. Ces marques de naissance trouvent leur origine dans les traumatismes passés, enregistrés dans le périsprit, qu'il a d'ailleurs lui appelé psychophore. Ces faits, additionnés à de nombreux autres, ne tarderont pas à mettre en évidence l'existence du périsprit et son rôle dans la réincarnation. En bref, ils nous rapprocheront de l'esprit et de sa survivance. Nous devons souligner que des scientifiques d'avant-garde ont déjà commencé à travailler dans le sens de la modélisation du périsprit. Il s'agit entre autres de Harold Saxton Burr, il s'agit aussi de Robert Sheldrake ou encore d'Émile Pinel, collaborateur d'Einstein, du professeur Pope ou encore chez les spirites d'Hernani Guimaraes Andrade ou du physicien Jorge Andrea. Je ne peux malheureusement pas détailler l'ensemble de ces travaux dans le cadre de ce discours. Je voudrais simplement évoquer ceux du professeur Fritz Popp, qui est actuellement directeur de l'Institut de recherche en biophysique cellulaire à Kaiserslautern, dont on entend assez peu parler, mais qui pourrait apporter de nombreuses confirmations et développements scientifiques du spiritisme. Ce professeur a pu mettre en évidence l'existence d'un rayonnement cellulaire ultra ténu. On peut imaginer, pour comprendre ce fait scientifique relativement récent, qu'une très faible lumière aux propriétés déroutantes lie les cellules entre elles et certainement avec le périsprit. Le signal correspondant à ce rayonnement s'évanouit avec l'installation de la mort, ce qui laisse présager son lien avec le périsprit. Et lorsque le périsprit s'échappe au moment de la mort, ce rayonnement n'a plus lieu d'être et disparaît. Il n'était pas évident qu'il ne soit pas issu de réactions chimioluminescence. Et c'est le cas, cela a été vérifié. Ces réactions de chimioluminescence sont explicables par des lois bien connues. Mais en fait, on assiste ici à un échange régulateur, un champ photonique qui englobe tout l'organisme comme un plasma directeur et qui peut être transmis sans perte sur de grandes distances à travers les tissus cellulaires. Grâce à ces découvertes, les lois de la physique et de la chimie connues perdent définitivement leur rôle causal. Elles se lient simplement
avec ce champ pour orienter les réactions biologiques. Si aujourd'hui nous comprenons que l'électromagnétisme joue un grand rôle dans le vivant, il sera plus difficile de déterminer la nature du fluide vital, permettant de remonter, lui, jusqu'au périsprit, qui lui semble se trouver encore dans une autre dimension. Et ce n'est vraisemblablement que par des analyses indirectes des échanges d'énergie qu'on y parviendra. Pour cela, plusieurs théories récentes sur les électrons et sur le vide intra-atomique existent. Elles permettront d'orienter des expériences futures et des révélations du monde spirituel, comme par exemple le rôle des biophores et des mitochondries révélées par l'esprit André Louis, seront elles aussi d'une aide précieuse. Le périsprit est un modèle explicatif puissant. Il est particulièrement adapté aux manifestations spirituelles. Contrairement aux explications parapsychologiques, le spiritisme unit, grâce au périsprit, dans un cadre cohérent, tous les phénomènes de la médiumnité. Je vous propose d'examiner quelques modèles permettant de dégager le rôle du périsprit dans la communication avec un esprit. Allan Kardec, dans le livre des médiums, nous dit que le périsprit est le principe de toutes les manifestations et que sa connaissance a donné la clé d'une foule de phénomènes. Léon Denis décrit le rôle du périsprit dans les phénomènes de médiumnité intellectuelle en termes de vibration. Pour communiquer avec un esprit élevé, le médium doit élever ses pensées afin d'extérioriser son périsprit et d'augmenter la fréquence de ses vibrations périspritales. Ainsi, l'esprit qui se communique, en abaissant ses propres vibrations et en se rapprochant du médium, parfois même en enveloppant le périsprit extériorisé de celui-ci, se mettra en affinité vibratoire avec le périsprit du médium. On peut voir ce phénomène comme une résonance, ou pour ceux qui connaissent, comme une adaptation d'impédance. Lors des manifestations physiques, le périsprit se détache suffisamment parfois jusqu'au dédoublement. Pour qu'un déplacement d'objet soit possible, le médium doit pouvoir extérioriser du fluide vital, que l'on nomme alors ectoplasme. Lors d'une matérialisation, l'ectoplasme du médium est utilisé par l'esprit qui désire se montrer. On observe également un transport de la matière de l'organisme du médium afin de former le corps de la matérialisation. Un des premiers modèles relativement élaborés est dû à Gabriel Delanne, qui détaille le mécanisme de la médiumnité ainsi que les rôles d'émetteurs et de récepteurs du périsprit dans son ouvrage « Le spiritisme devant la science ». Je cite, « Par sa volonté, l'esprit projette un rayon fluidique sur le périsprit du médium. Il le pénètre de son fluide, établissant ainsi une communication directe entre lui et l'incarné. C'est au moyen de ce cordon que le fluide vital de l'homme est attiré par l'esprit. » En somme, dans le modèle qu'il propose, le périsprit de l'esprit et du médium sont chacun des émetteurs-récepteurs qui communiquent grâce à un rayonnement intermédiaire. Ceci est tout à fait analogue à la communication entre deux talkie-walkie, où une onde porteuse qui contient l'information à transmettre peut voyager sur de grandes distances. Le périsprit de l'esprit module donc le rayonnement intermédiaire par le message qu'il veut transmettre, c'est-à-dire sa pensée. Ce rayonnement est ainsi le support des vibrations périspritales. Et celles-ci, ensuite, atteignent le périsprit du médium et agissent sur le cerveau de l'incarné de la manière habituelle, c'est-à-dire telle que cela se fait pendant la vie normale. Le rôle du périsprit dans l'acte médiumnique devient alors compréhensible. L'esprit utilise le périsprit du médium pour se communiquer. L'esprit est ainsi limité par le vocabulaire du médium.
mais il peut aussi utiliser des zones plus profondes du périsprit, développées dans les vies antérieures. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut comprendre le phénomène de xénoglossie. Le médium doit avoir parlé la langue qui lui est inconnue dans cette vie, dans une vie antérieure. L'esprit utilise alors ces informations anciennes contenues dans le périsprit et les fait surgir dans cette nouvelle vie. Réciproquement, l'esprit peut puiser aussi dans son propre périsprit les langues apprises dans une de ses vies passées et utiliser le médium en transe complète pour se communiquer. Un autre modèle, transmis médiumniquement par André Luis à Francisco Cândido Xavier, dans le livre Mécanisme de la médiumnité, exploite un autre modèle qui s'appuie sur la notion de circuit médiumnique. De la même manière qu'il existe en électricité des circuits capacitifs et inductifs. Parmi les nombreuses applications fructueuses de ce modèle, cette analogie permet de comprendre pourquoi il est dangereux de rompre brusquement le circuit médiumnique entre l'esprit et le médium, car il se produirait alors un incident similaire à une étincelle de rupture qui existe lorsqu'on ouvre brutalement un circuit électrique contenant une bobine. Dans ce domaine, il est difficile de procéder autrement que par analogie, car nous ignorons la nature du fluide vital et des atomes périspritaux. Ceux-ci n'interagissent pas encore avec nos appareils. Là encore, l'électromagnétisme semble jouer un rôle important, mais il est difficile de procéder autrement que par analyse qualitative, par exemple en plaçant des médiums en transe qui décrivent ce qu'ils voient de l'acte médiumnique. Obtenir des mesures quantitatives, ainsi qu'une théorie mathématique de la médiumnité semble encore bien éloignée, même si des tentatives intéressantes existent, par exemple dans les travaux de Hernani Guimarães Andrade au Brésil. Des projets ambitieux émergent actuellement en France et dans le monde, et nous espérons de toute notre âme qu'ils puissent aboutir à des missions d'enseignement et de recherche sur ces thèmes. Tout cela dans le but de donner encore un meilleur appui à notre belle doctrine. Je vous remercie.